Shalom Ouvracha. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir comment pouvait-on devenir un chassid? Oh, il y a tellement de manières, me diras-tu. Tu peux, par exemple, descendre d'une lignée chassidique célèbre ou pas. Tu peux également avoir fait une tchouva extraordinaire, une tchouva ila. Et puis parfois, avec de simples histoires, un simple détail, on peut devenir un chassid. La preuve? Écoute cette histoire, ce récit. Un jour, une Agouna, une femme qui avait été abandonnée par son mari et qui n'avait pas reçu le guet de son mari, eh bien, décida d'aller voir l'Admorazaken à Liozna. Le rabbi l'a reçue et, à sa manière habituelle, la regarda avec beaucoup de concentration, de compassion. Et au bout de quelques instants de méditation et de réflexion, il dit à la Agouna, « Il faut que tu ailles à Vilna, rentre en contact avec le chef de la communauté et lui te dira précisément où est ton mari. » Cette pauvre femme qui n'avait même pas les moyens de se payer son voyage, eh bien, vit la générosité extraordinaire des chassidim. Chacun se cotisa pour donner le sou pour que cette femme puisse rassembler la somme nécessaire pour payer son voyage. Arrivée à Vilna, cette femme, bien sûr, rentra en contact, comme le rabbi le lui avait demandé, avec Rabbi Meir Raphaël, Reb Meir Raphaël, celui qui était en charge de la communauté. Et elle formula sa requête en donnant le nom de son mari, et Reb Meir Raphaël lui promit qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour retrouver son mari. Il chercha maison par maison, synagogue après synagogue, Beth Amidrash après Beth Amidrash. Mais malheureusement, il ne retrouva pas son mari. Alors, Reb Meir Raphaël retourna voir cette femme et lui dit « Tu sais, je pense que ton rabbi a dû faire une erreur. Je ne trouve pas du tout ton mari. Je ne sais pas où il est. » Cette femme, très tenace, avec beaucoup d'abnégation, répondit à Reb Meir Raphaël « Tu te trompes. Mon rabbi ne se trompe jamais. S'il m'a dit de venir à Vilna et de rentrer en contact avec toi, c'est que tu as la charge de retrouver mon mari. Et c'est sûr que tu dois le retrouver. » Alors Reb Meir Raphaël, certes impressionné par la fougue de cette femme, la volonté de retrouver son mari, lui fit comprendre que malheureusement, toutes les recherches avaient été effectuées. La femme de Reb Meir Raphaël, elle, eut pitié de cette femme. Et elle décida de la garder avec elle quelques jours à la maison. Cela fut un délai suffisant pour que ce qui devait arriver arriva. Au bout effectivement de quelques jours, les autorités décidèrent de rentrer en contact avec Reb Meir Raphaël. Et on vient voir Reb Meir Raphaël en lui disant qu'il fallait qu'il dresse la liste de tous les prisonniers juifs pour qu'ils puissent manger cachère s'ils le souhaitaient. Et mieux que ça, les autorités apportèrent déjà une liste à Reb Meir Raphaël pour vérifier effectivement que tous ceux inscrits sur cette liste étaient bien juifs et pouvaient bénéficier de la nourriture cachère. Alors Reb Meir Raphaël eut une idée formidable. Il se dit, mais peut-être que le nom de ce mari, le mari de cette femme, figure sur cette liste. Il éplucha mot à mot tous les noms de la liste et bien sûr, il trouva le nom de cette femme, le nom du mari de cette femme. Cette femme fut, bien sûr, aux anges, pouvant retrouver son mari et pouvant enfin être libérée. Mais cette histoire ne fut pas assez suffisante, bien qu'impressionnante, mais pas assez suffisante pour que Reb Meir Raphaël devienne un chassid de l'Admorazaken. Dans la même semaine, à la fin de la semaine, Reb Meir Raphaël se retrouva dans sa communauté deux jeunes gens qui voyageaient et qui n'étaient bien sûr pas de Vilna. Et Reb Meir Raphaël se dit, en bon chef de communauté, en bon leader, peut-être que ces gens-là ont besoin du gîte, du couvert, de quoi, bref, passer un bon Shabbat. Il décida d'inviter ces deux jeunes gens. Mais ces deux jeunes gens d'apparence et d'allure très noble, qui étaient sans doute de riches commerçants, mais également de très bons érudits de Torah, eh bien, dire à Meir Raphaël, on a largement de quoi se payer une auberge
c'est très gentil, mais on peut passer le Shabbat à l'auberge. Mais sous l'insistance de Reb Meir Raphaëls, finalement, ces deux jeunes gens acceptèrent l'invitation et se retrouvèrent donc avec le chef de la communauté de Vilna. À table, Reb Meir Raphaëls vit que ces deux jeunes gens paraissaient inquiets. De temps en temps, ils poussaient des soupirs. Leur regard était ailleurs. Alors, Reb Meir Raphaëls n'hésita pas à leur demander « Jeunes gens, vous paraissez inquiets. Quelque chose vous tracasse ?» Dans un premier temps, les deux jeunes gens refusèrent de répondre à la question, faisant comprendre qu'ils ne l'avaient pas entendue. Et puis, dans un deuxième temps, avec beaucoup d'insistance, Reb Meir Raphaëls leur dit « Jeunes gens, je vous sens préoccupés. N'hésitez pas à vous confier, si je peux vous aider. » Alors, ces deux jeunes gens, face à autant de sincérité que celle de Meir Raphaëls, décidèrent de raconter leur histoire. C'étaient deux jeunes gens qui venaient de Pétersbourg, qui étaient effectivement de riches commerçants, et qui avaient eu la charge par les autorités locales d'effectuer quelques travaux. Ces travaux, une fois effectués, ils avaient été l'objet d'une dénonciation calomnieuse et étaient ni plus ni moins qu'accusés de détournement de fonds publics. Et ils étaient désespérés. Ils racontèrent à Reb Meir Raphaëls qu'ils avaient consulté déjà tant et tant d'avocats et que chacun d'eux leur promettait l'inéluctable, c'est-à-dire au moins quelques années de travaux forcés, voire sinon de la prison. Alors, face à ce désespoir, Reb Meir Raphaëls eut une idée que l'on pourrait qualifier de géniale. Il leur dit « Jeunes gens, je ne suis pas un chassid, et je ne suis pas un chassid du Baal HaTanya de l'Admorazaken. Mais cette semaine, il est arrivé à Vilna une histoire extraordinaire. » Et il leur raconta bien sûr l'histoire de la Haguna. Et à la fin de cette histoire, Reb Meir Raphaëls leur conseilla d'aller voir l'Admorazaken, mais avec un gage, une promesse, en leur disant « À votre retour, quand Dieu vous aura apporté le salut, s'il vous plaît, repassez par Vilna et racontez-moi le dénouement de votre histoire. » Alors, nos deux jeunes gens, qui avaient un petit peu retrouvé du baume au cœur, partirent vers Yozna, retrouver l'Admorazaken. Ils purent obtenir un rendez-vous très rapide avec le maître, et dès que l'Admorazaken vit les deux jeunes gens, il leur posa comme question « Messieurs, savez-vous étudier la Torah ?» Alors ces deux jeunes gens se regardèrent un petit peu étonnés et se demandaient ce que l'Admorazaken voulait bien signifier. Peut-être allait-il faire étalage de toute sa connaissance? Allait-il réciter des explications talmudiques? Mais ils en étaient un petit peu énervés. Ils n'étaient pas venus pour cela. Ils étaient venus quémander conseil auprès de l'Admorazaken. Alors l'Admorazaken leur reposa la question « Jeunes gens, savez-vous étudier la Torah ?» Alors ces deux jeunes gens répondirent que oui, ils étudiaient la Torah régulièrement. Alors l'Admorazaken leur dit « Si vous étudiez la Torah, pouvez-vous m'expliquer pourquoi est-il écrit dans le Talmud que la royauté terrestre est à l'image de la royauté céleste ?» Alors les deux jeunes gens se regardèrent et, presque épris de colère, se demandèrent une fois de plus pourquoi l'Admorazaken leur parlait de cela maintenant. L'Admorazaken leur dit « C'est moi-même qui vais vous apporter la réponse. Voyez-vous, quand on récite le Shmoneh Esrei, la Hamida, la prière aux 18 bénédictions, si vous regardez bien, les 3 premières bénédictions, on fait l'éloge du roi, on évoque sa grandeur. Et dans les 12 bénédictions intermédiaires, entre les 3 premières et les 3 dernières, on sollicite notre requête, on sollicite l'aide du roi, on demande à ce que Dieu accorde ce qu'on lui demande. Alors, l'Admorazaken regarda ces deux jeunes gens et leur dit « Il en est de même pour la royauté terrestre. Quand on se retrouve face à un roi, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on fait l'éloge du roi, on évoque sa grandeur, et ce n'est qu'après qu'on formule sa requête.
allez, jeunes gens, partez en paix et Dieu vous viendra en aide. Voilà nos deux jeunes gens sortis du bureau du rabbi, se regardant, se demandant s'ils n'avaient pas fait un mauvais rêve, et de se dire, mais on est venu demander un conseil pour une affaire très grave, qui peut mettre en péril nos vies. Et voilà que l'Admorazaken se met à nous raconter comme ça des histoires du Talmud. Ils s'en vont presque plus désespérés que quand ils n'étaient rentrés dans le bureau du rabbi. Et les voilà en route, en direction de Pétersbourg, là où le procès devait se jouer. Mais ils décidèrent de se battre jusqu'au bout. Ils décidèrent de rencontrer de nouveaux avocats à Pétersbourg. Malheureusement, tous les avocats consultés, pronostiquaient la même fin, elle aussi inéluctable. Ce serait sans doute des années de travaux forcés. Ce serait sans doute peut-être même des années de prison. Les deux jeunes gens étaient presque désespérés, sûrs qu'il n'était même pas la peine d'aller au procès. Mais ils décidèrent quand même de consulter un dernier avocat. Peut-être que de lui viendrait le salut. Et cet avocat, effectivement, remonta un petit peu le moral des troupes. Il leur donna le conseil suivant. Écoutez, chers amis, vous n'avez plus rien à perdre. Si j'étais vous, je solliciterais une grâce. Je demanderais une entrevue avec le ministre de l'Intérieur et je solliciterais sa clémence. Je lui demanderais que finalement, l'affaire n'est pas si grave que ça, qu'elle est basée sur un mensonge, que vous êtes des pères de famille nombreuses et que pour si peu, il n'y a pas de quoi faire autant. Les deux jeunes gens trouvèrent l'idée tout à fait originale. Et ils décidèrent bien sûr de rentrer en contact avec le ministre de l'Intérieur. Seulement comment? Ils apprirent très vite qu'il y avait à Pétersbourg un jardin public qui n'était pas ouvert au public. Il portait donc mal son nom. Mais il était public parce que, de manière quotidienne, les ministres du tsar avaient l'habitude de se promener dans ce jardin. Ils décidèrent donc de s'y rendre, mais les voilà très vite confrontés à un nouvel obstacle. Comment rentrer dans le jardin quand on n'est pas ministre? Ils décidèrent de soudoyer le gardien du jardin et dire au gardien, on doit absolument rencontrer un ministre, laissez-nous rentrer. Monnayant bien sûr quelques pièces. Le gardien les laissa rentrer et voilà qu'un nouvel obstacle se dressait devant eux. Comment trouver le ministre de l'Intérieur? Ils décidèrent d'observer chacun des ministres qui étaient en balade, quand tout à coup ils arrivèrent devant un ministre de très noble apparence, et se dire que finalement le ministre de l'Intérieur, qui est sans doute le ministre le plus proche du tsar, devait aussi montrer dans sa façon de s'habiller une certaine prestance, une certaine élégance, bref, une forme de grande noblesse, et se dire que ça devait être lui. Alors ils se précipitèrent vers ce ministre, s'agenouillèrent devant lui et commencèrent à raconter tout ce qui leur arrivait. Je vous en supplie, nous avons accepté les travaux, nous avons bien fait ce qu'il fallait, nous sommes acquittés honorablement de notre tâche. Et voilà que maintenant, c'est une dénonciation calomnieuse auquel nous devons faire face. Et nous n'avons rien détourné. Je vous en supplie, intervenez pour nous. Et voilà que de supplication en supplication, ces jeunes gens s'élancent presque dans une plaidoirie. Alors le ministre regarde d'un air presque amusé ces deux jeunes gens et leur dit « Messieurs, je pense que vous devez faire erreur. À la teneur des paroles que vous venez de prononcer, je pense que vous cherchez à rentrer en contact avec le ministre de l'Éducation, mais je ne suis avec le ministre de l'Intérieur, mais je ne suis que le ministre de l'Éducation. » Alors ces deux jeunes gens, pleins de désespoir, ne sachant que faire, se relevèrent, décidèrent de partir, mais le ministre les rappela. Il leur dit « Jeunes gens, vous avez l'apparence de jeunes juifs, n'est-ce pas? Vous l'êtes. » Bien sûr que ces deux jeunes gens disent qu'ils étaient juifs et que, sans aucun doute, ils pouvaient sans doute aider le ministre. Alors le ministre leur dit « J'ai une requête à vous faire, à vous demander. Voilà. Le tsar m'a cherché de comprendre une explication de votre saint Talmud.
Dans le Talmud, il est écrit: comment se fait-il que la royauté terrestre est à l'image de la royauté céleste? Le tsar m'a demandé d'apporter une réponse. Je n'arrive pas à en trouver une qui soit présentable. Alors les deux jeunes gens se regardent et se disent qu'ils sont peut-être en train de rêver. Mais Dieu merci, gardent leur sang-froid et récitent mot pour mot l'explication donnée par l'Admorazaken dans le bureau. Alors le ministre regarda ces deux jeunes gens et leur dit que finalement l'explication était merveilleuse et qu'elle était tellement si belle, il était sûr qu'elle allait plaire au tsar, qu'il déciderait en échange de leur venir en aide, d'en parler au ministre de l'Intérieur et de tout faire pour qu'il soit acquitté. Et c'est ce qui se passa. Effectivement, le ministre de l'Éducation donna la réponse au tsar, qui en fut très content, et bien sûr intercéda auprès du ministre de l'Intérieur pour sauver ces deux jeunes gens. Mais ces deux jeunes gens ne s'arrêtent pas là. Ils décidèrent de tenir leur promesse et de revenir voir Reb Meir Raphaels. Et bien entendu, lorsqu'ils rentrèrent en contact avec Reb Meir Raphaels, ils leur racontèrent toute l'histoire. Et Reb Meir Raphaels en fut très impressionné. Entre l'histoire de la Haguna et l'histoire de ces jeunes gens, Reb Meir Raphaels, comme ces deux jeunes gens, décidèrent de devenir des chassidim de l'Admorazaken. Et l'histoire nous rapporte que Reb Meir Raphaels devint l'un des plus grands chassids de l'Admorazaken. Alors voilà une manière de devenir chassid, mais surtout voilà une manière, à travers cette histoire, de tirer un enseignement. L'enseignement est très simple. On doit toujours écouter à la lettre ce que nous dit un rabbi, ce que nous dit le tzaddik de la génération. Car, rétrospectivement, revenons en arrière. Si cette femme ne s'était pas accrochée au mot du rabbi, ton mari est à Vilna, elle aurait baissé les bras dès que le chef de la communauté lui a dit ton mari n'est pas à Vilna. Elle ne serait pas restée avec la femme de Reb Meir Raphaels, et elle n'aurait donc pas donné le temps à Reb Meir Raphaels de retrouver son mari. Et Reb Meir Raphaels n'aurait pas pu raconter ce miracle extraordinaire aux deux jeunes gens, et ces deux jeunes gens, bien sûr, n'auraient pas pu rencontrer l'Admorazaken, qui n'aurait pas pu donc les sauver. Voilà la philosophie de l'histoire. Un mot d'un maître peut sauver tellement de neshamot.